Bonsoir Marion Maréchal. Elon Musk, la révolution Elon Musk, ces images qui montrent à quel point le bras de fer s'engage entre les États-Unis et l'Europe, c'est en ce moment le sommet de l'intelligence artificielle en Europe, une guerre à coups d'idées et à coups de milliards. Est-ce que vous êtes fasciné par Elon Musk ? Non, je ne suis pas fasciné par Elon Musk, mais il suscite un intérêt indéniable. Je le vois comme, comment dire, une sorte de libertarien, donc profondément attaché aux libertés, parfois jusqu'à l'excès, qui est un homme qui manifestement a mûri idéologiquement. Il explique lui-même d'ailleurs, parce que l'un de ses enfants a subi les effets négatifs de la théorie du genre, serait devenu transgenre. Il explique avoir vécu cela comme véritablement la perte de son enfant, qui s'est retourné contre lui de manière extrêmement violente. Et donc, je vois aussi un homme, parce qu'il ne faut pas être complètement dupe non plus, qui défend aussi probablement indirectement quelques intérêts économiques et financiers. Il a des intérêts en Europe à travers l'entreprise Tesla, à travers Starlink. Et puis je vois à travers ça aussi une sorte de je sais pas, il semble vouloir défendre une certaine idée de la civilisation. Il porte un certain attrait pour la civilisation romaine notamment. Donc c'est un personnage à mon avis très complexe. Et est-ce qu'ils se prennent pour l'Empire romain ? Tout à l'heure, en place, Laurent Alexandre disait, ils nous voient comme eux se voient un peu comme l'Empire romain, les empereurs, Auguste, Mécène, etc. L'homme de l'argent, Mécène, et puis nous comme des petits Gaulois. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça ? Alors, de toute façon, les États-Unis depuis longtemps déjà, démocrates comme républicains, considèrent l'Europe et l'Union européenne comme un sous-ensemble occidental. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis qu'on a lu le grand échiquier de Brzezinski. C'est-à-dire que ils nous voient comme à la fois des alliés, mais aussi des concurrents économiques, et en même temps, ils voient un intérêt géopolitique à notre existence à travers l'OTAN, parce qu'ils voient une forme et de plus encore aujourd'hui peut-être qu'hier, de nécessité d'utiliser l'Europe et l'Union européenne comme nécessaire à la gestion de la Russie, si je puis dire, qui est leur adversaire traditionnel, pendant qu'eux s'occupent de la Chine. Quand, par exemple, Donald Trump explique qu'il faut, par exemple, rehausser les dépenses militaires européennes, c'est pas juste pour le bien-être des Européens. Il y voit là un intérêt dans sa stratégie duale qui va évidemment d'une opposition avec l'axe russo et irano-chinois. Quelle est l'étiquette que vous lui mettez ? On voit que les gens hésitent parce que le président de la République avait parlé d'international réactionnaire. C'est le mot qu'il utilisait pour désigner ce monde-là, celui qu'on a sous les yeux. D'autres disent il est, on disait à une autre époque, un art de droite. Vous avez dit, vous, libertarien, conservateur. Qu'est-ce qu'il est ? Alors, je dirais pas conservateur, indéniablement. Je dirais que, en ce qui concerne Musk, je pense que Donald Trump, parce que les deux ne se confondent pas, me semble-t-il, absolument. Leur généalogie idéologique est pas tout à fait la même. Non, je pense que Musk est un libertarien. Voilà, c'est donc liberté totale. Quelqu'un qui met ce qui est vu comme tabou en Europe. Oui, je pense la liberté au-dessus de tout, et je pense qu'il y a une forme de pragmatisme aussi chez lui, c'est-à-dire que dans sa lutte contre le wokisme, au-delà de son vécu personnel, en ce qui le concerne lui, une fois de plus, je crois qu'il constate qu'aujourd'hui le wokisme est une donnée qui affaiblit culturellement, idéologiquement l'Occident, et qu'à ce titre, dans la grande compétition mondiale, puisque lui c'est un homme qui veut porter l'humanité par-delà tous les possibles, la lutte contre le wokisme est une manière de pouvoir rendre à l'humanité finalement sa capacité de projection. Marion Maréchal, ça aurait pu être Kamala Harris. Les spécialistes qui souvent se trompent disaient ce sera Kamala Harris, bon, c'est Trump. Est-ce qu'il y a une forme de jubilation ? Après tout, il est à droite, il est même plus à droite que vous dans beaucoup de domaines. Je dirais pas de jubilation, mais je dirais d'opportunité. Parce que, je viens de vous le dire à l'instant, moi je suis européenne et je suis française. Donc à partir de là, mes intérêts ne convergent pas toujours avec ceux des États-Unis. Mais il y a Pardon de vous attendre, mais pourquoi cette prudence ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de fausse prudence ? Quand je lis vos soutiens sur les réseaux sociaux, beaucoup ils sont extatiques. Non, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, ils se disent enfin, c'est notre heure. Je dis, il y a des choses à prendre et il y a des choses sur lesquelles évidemment il faut être vigilant. Et on y reviendra certainement sur la question de la concurrence commerciale. Mais ce que je veux dire, c'est que relativement aux États-Unis, les États-Unis sont une puissance. La particularité d'une puissance, c'est qu'ils ont une capacité de projection culturelle sur l'extérieur. Et c'est là où il y a peut-être une opportunité pour nous, et c'est là où ça me plaît, vous avez raison, parce qu'il y a des affinités idéologiques, c'est que Trump a amorcé, selon moi, un grand mouvement historique et politique qui est une
une contre-révolution anti-woke, voilà, et qui tient aussi à une fierté retrouvée de l'Occident, de la culture occidentale et de lutte contre le wokisme et la théorie du genre et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça vous fait d'être doublé sur votre droite, pardon ? La capacité d'apporter ça en Europe, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter en Europe ? Est-ce que vous êtes doublé sur votre droite ? Par exemple, il est pour la peine de mort, il a reparlé de certains renforcements qu'il faut de la peine de mort. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort ? Mais c'est pas un concours. Non, mais est-ce que vous êtes pour le concours Lépine Non, c'est des idées. C'est pas du tout anecdotique. C'est des grandes idées. Avec Donald Trump aux élections. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort, vous, par exemple ? Non, moi je n'ai jamais été pour le rétablissement de la peine de mort. Je suis pour tendre vers une incarcération à vie. Donc sur ce plan-là, vous êtes, si j'ose dire, plus à gauche que Trump. Je ne sais pas si les termes se posent comme ça, parce que vous savez, les périmètres des clivages droite-gauche aux États-Unis et en France se positionnent pas de la même manière. En revanche, ce qui est vrai, c'est que là, moi, ce que j'aime dans le personnage de Donald Trump, et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir réussir à apporter en Europe et en France en particulier, c'est le retour du politique sur la technocratie, la bureaucratie et le gouvernement des juges. C'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est ça qui est fascinant pour le coup, pour certains chez Trump. C'est cette espèce de volonté en action qui montre que l'homme est un sujet de l'histoire et que la politique peut faire des choses concrètes pour le quotidien des gens. Sur la question de l'écologie, on l'entendait tout à l'heure, il est pour les pailles en plastique, rétablissement des pailles, contre les éoliennes. Il va plus loin, il dit toute cette histoire du climat, il dit c'est une arnaque verte. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, moi ce que je partage, c'est que l'arnaque, c'est que les écologistes et les Verts fassent croire qu'ils défendent l'écologie et l'environnement. Ça, c'est l'arnaque. Et en cela, probablement, il y aurait une partie de diagnostic commun. Quand les écologistes aujourd'hui défendent, par exemple, le tout renouvelable et le toute énergie intermittente avec l'éolien et le solaire, et après avoir combattu pendant des années le nucléaire pour aboutir à quoi finalement à la réouverture de centrales à charbon, oui, je considère que c'est pas cohérent sur le plan écologique. Quand je les vois défendre par exemple le tout électrique sur le plan automobile, alors qu'on sait que le bilan carbone aujourd'hui de production d'une voiture électrique est pas du tout plus vertueux que celui d'une voiture à moteur thermique, je trouve pas ça cohérent sur le plan écologique. Quand je les vois s'opposer à toute forme de solution dans la gestion de l'eau face à la sécheresse par exemple avec la question des bassines ou de la rétention d'eau, je vois pas en quoi c'est cohérent sur le plan écologique. Donc oui, il y a une forme d'arnaque verte dans la domination morale et mentale des écologistes sur ce sujet, parce que tout simplement, ça n'aboutit pas à plus de vertus écologiques et environnementales. Les choses bougent. On va parler de ce qui se passe en Europe, mais je vous dirais que je vous compare beaucoup, oui, parce qu'évidemment, les États-Unis sont une telle puissance que ça a forcément des échos. Là-bas, il y a des expulsions vers Guantanamo qui ont commencé. Est-ce qu'on est au moment où, selon vous, ce qu'a fait Mme Meloni en Italie, c'est-à-dire des camps de rétention en Albanie, peut avoir lieu en France ? Oui, alors sans m'attarder sur le sujet Guantanamo, j'ai cru comprendre par ailleurs que cette prison a servi déjà par le passé de centre de rétention pour des migrants cubains et haïtiens. Donc en fait, en soi, c'est plus le marqueur symbolique que véritablement l'aspect logistique qui fait débat. Maintenant, ce qui est intéressant, en effet, chez Donald Trump, c'est sa volonté de remettre en cause le droit du sol. Bon, ça, c'est un objectif que je partage. On y reviendra certainement. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il est capable d'engager un rapport de force avec des pays qui refusent de reprendre leurs clandestins. Je pense évidemment à la Colombie, vous avez vu cela, qui refusait de reprendre des clandestins colombiens sur son sol. Et Donald Trump a tout de suite activé la menace de l'augmentation massive des droits de douane et le gouvernement colombien a cédé, bien évidemment. Et en cela, c'est un exemple qui devrait nous inspirer, par exemple, à l'Algérie. Avec l'Algérie, au hasard, voilà, qui se moque littéralement de nous et nous insulte indirectement par le refus réitéré de reprendre un certain nombre de clandestins, dont des influenceurs comme l'affaire Doualem, vous avez suivi, qui sont des récidivistes, qui ont été condamnés à de la prison, qui sont rentrés 2 fois illégalement sur le territoire français et qui insultent la France à travers leur... Qu'est-ce que vous feriez très exactement, puisque vous parlez de l'Algérie, de plus que l'actuel gouvernement ? L'actuel gouvernement a tenté des choses. Il a tenté de renvoyer l'activiste dont vous parlez. Il a tenté un certain nombre d'idées, notamment de sanctionner la nomenclature algérienne. Là, maintenant, si demain vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de plus ? Ils ont tenté de renvoyer, en effet, des clandestins algériens, mais ils n'ont pas tenté grand-chose, effectivement et factuellement, dans le rapport de force avec l'Algérie. De fait, on n'a pas vu un durcissement drastique dans l'obtention des visas, on n'a pas vu une interdiction de territoire français des gouvernants algériens, on n'a pas vu de renvoi de l'ambassadeur, on n'a rien vu. Vous y seriez prêt ? On renvoie l'ambassadeur, on rompt les relations diplomatiques ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, il faut comprendre, est un pays le gouvernement algérien, parce que l'Algérie, il y a un peuple algérien qui ne se confond pas totalement avec le gouvernement, mais ce gouvernement algérien, qui, rappelons-le quand même, parce que c'est trop peu dit, est un régime autoritaire, adossé à l'armée, qui
qui malmène ces minorités, notamment en Kabylie, qui ferme violemment des églises, qui enferme des intellectuels et des écrivains comme Boualem Sansal, qui est franco-algérien pour des raisons politiques. Donc c'est un régime condamnable à bien des égards, profondément corrompu, rappelons-le aussi, et qui aujourd'hui survit politiquement et fédère sa population autour de la haine anti-française et autour de la rente mémorielle anti-française. Donc il nous a désignés, pas seulement en adversaire, mais en ennemi. Et nous sommes d'une faiblesse absolument incroyable. Mais vous n'avez pas répondu tout à fait, c'est-à-dire donc rupture des relations diplomatiques. Oui, moi je pense qu'il faut aller immédiate. La réalité, c'est que nous avons tenté l'inverse. Quoi d'autre? Nous avons tenté l'inverse. Mais précisément, quoi faire? Rupture des relations diplomatiques. Rupture des relations diplomatiques, renvoi de l'ambassadeur, impossibilité pour Air Algérie de pouvoir desservir le territoire français, interdiction de territoire d'une partie des gouvernants, réduction de la possibilité de transfert financier de la diaspora vers l'Algérie. Donc on arrête de soigner les dirigeants divers et variés algériens qui, au moindre pépin de santé, viennent se faire soigner en France, parce que l'Algérie d'ailleurs les Algériens nous laissent une facture, je le rappelle quand même, de près de 40 millions d'euros de factures de soins sur les hôpitaux français. Donc voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de leviers qui ne sont pas utilisés, le levier des visas bien évidemment, et puis ce sujet qui revient en boucle, mais dont personne aujourd'hui, sur lequel personne n'ose vraiment s'atteler, la rupture des accords migratoires dérogatoires avec l'Algérie qui leur sont particulièrement favorables. Est-ce qu'une partie de vous comprend les Algériens, pas le pouvoir algérien, vous l'avez rappelé, c'était cette nomenclature assise sur le pétrole, et a priori pas très sympathique, disons, mais monsieur et madame tout le monde algérien, il y a en France des millions de franco-algériens ou d'Algériens. Vous qui êtes une souverainiste, hein, la France a occupé l'Algérie pendant 130 ans. Il y a un passif. Et on le rappelle toujours, pour être très honnête, il y a des crimes de guerre qui ont été commis dans les deux camps. Enfin, ça a été une occupation de 100 ans. Est-ce que vous comprenez que pour cette immigration-là, il y a un passif plus grand que pour, je sais pas quoi, les Danois ou les Luxembourgeois, quoi? Écoutez, ce qui est certain, c'est que c'est une histoire particulièrement douloureuse. Et aujourd'hui, je crois que la France a très largement fait sa part du travail. Sa part de travail, d'archives, de reconnaissance, et toujours à sens unique. Parce que la réalité dans ce dialogue mémoriel historique qu'on vante depuis des années, c'est que c'est toujours la France qui ouvre ses archives, qui reconnaît des fautes diverses et variées, et l'Algérie, et en particulier le FLN, dont ce gouvernement est l'héritier direct, qui s'interdit évidemment toute reconnaissance de crimes qui ont été pourtant nombreux et d'actes terroristes qui ont pourtant été nombreux, à l'égard d'ailleurs de leur propre population, pas seulement à l'égard des Français de l'époque et des pieds noirs de l'époque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, la problématique que nous avons aujourd'hui, vous avez raison, c'est que ce gouvernement utilise sa diaspora, et donc ces millions de franco-algériens ou d'Algériens sur le sol français, pour précisément avoir une forme d'ingérence étrangère et d'influence de déstabilisation. Ils peuvent avoir leurs sentiments, ils n'ont pas nécessairement manipulé, ils peuvent avoir des sentiments propres. Il peut y avoir des sentiments propres, mais je pense qu'il y a aussi une forme de propagande et de manipulation politique, dont ils sont dupes volontairement ou pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que cette animosité entretenue à l'égard des immigrés algériens et descendants d'immigrés algériens est un facteur de déstabilisation qui crée à certains égards une forme de cinquième colonne hostile. Voilà. Et aujourd'hui, de fait, bien sûr, tous les franco-algériens ne sont pas concernés par ça, bien évidemment, c'est important de le rappeler, mais aujourd'hui, de fait, il y a une œuvre d'ingérence étrangère de l'Algérie qui utilise ça comme facteur de déstabilisation en France. D'où la nécessité de réduire ces flux migratoires, parce que si on veut avoir un jour un impact sur le plan de la culture, sur le plan de l'école, encore faut-il déjà être capable de gérer la diaspora présente ici. Mais si on est dans une forme de flux continu et perpétuel, évidemment, le nombre nous empêche de pouvoir réussir cela. Marion Maréchal, les tournants économiques, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mais aussi en Argentine avec Milei, est-ce que ça inspire les nationalistes dont vous êtes une des branches? Écoutez peut-être d'abord cette séquence de Marine Le Pen. C'est intéressant parce qu'elle était notre invitée il y a quelques semaines, quelques jours même, et on lui pose la question, la réduction des fonctionnaires. Et elle a une sorte de cri du cœur, ça a été beaucoup commenté par les commentateurs, où elle dit, ah, mais ça c'est un truc de droite. Et on a dit, tiens, alors, donc le Rassemblement national serait-il de gauche? Écoutez d'abord sa réaction et vous réagirez.
est-ce que le nombre de fonctionnaires doit être diminué? Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non. Alors ça, c'est des trucs de droite. Le courage, c'est de supprimer les fonctionnaires. Ça, c'est vraiment un truc. C'est pas supprimer les fonctionnaires, c'est réduire la masse salariale. Mais avant de réfléchir à réduire la masse salariale, est-ce qu'on pourrait arrêter de prendre en charge l'ensemble de ceux qui souhaitent venir dans notre pays, même si nous ne le souhaitons pas? Est-ce qu'on peut arrêter avec l'aide médicale d'État pour mettre une aide médicale d'urgence comme tous les pays du monde? Marion Maréchal, est-ce que c'est un truc de droite de réduire le nombre de fonctionnaires? Moi, je suis de droite, donc je suis pour le coup à l'aise avec ça. C'est-à-dire que oui, je considère que parmi les leviers de réduction des dépenses du train de vie de l'État se trouve en effet une partie du nombre de fonctionnaires. Alors sur des secteurs bien entendu, je pense notamment à l'éducation nationale. Mais c'est donc vous êtes pour la réduction du nombre de fonctionnaires en France? Oui, mais je pense que c'est une question, c'est toujours pareil, ça dépend où. Et ça dépend sur quel domaine, parce que ce qui est notable en France, que ce soit par exemple dans les hôpitaux publics ou dans l'éducation nationale, c'est qu'on a un taux de personnel consacré à de l'administratif qui est beaucoup plus élevé en moyenne. Mais par exemple, au total, ça veut dire qu'à l'arrivée, il faut faire un total. Au total, ça veut dire qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. De quel ordre de grandeur? Même si la réalité, c'est que l'essentiel aujourd'hui des réductions devrait être fait dans la fonction publique territoriale, parce que ça veut dire combien d'ordre de grandeur? C'est dizaines de milliers, c'est quoi? 100 000, 200 000? Je ne vais pas vous donner un ordre de grandeur parce que ça fait toujours des polémiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on doit avoir un objectif de réduction. On est en 2025, vous avez doit avoir un objectif de réduction. Non, mais pas découvert les comptes de la France ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins le débat sur le nombre exact que sur la trajectoire. Et en effet, dans cette réduction des dépenses, la question des fonctionnaires et même la question, j'ai envie de vous dire, moi personnellement, en tout cas, des modalités, du périmètre, du statut de la fonction publique devrait être revoir. La question, par exemple, du droit de grève aujourd'hui et de la latitude du droit de grève, la question des jours de carence qui ne sont pas alignés, par exemple, sur le privé. Je pense aujourd'hui, il y a un statut dérogatoire qui ne se justifie plus en toutes circonstances. Je rejoins juste Marine Le Pen et je conclue là-dessus. C'est que c'est vrai que ce qui est insupportable dans ce qu'on entend en permanence, c'est ce premier réflexe d'aller demander systématiquement des efforts aux Français avant même que on aille chercher des économies sur ce qui relève aujourd'hui d'un appel d'air migratoire sur le plan social phénoménal qui consiste à dire que le premier arrivé chez nous, y compris de manière illégale, puisse avoir des aides similaires, si ce n'est supérieures, aux Français qui travaillent et qui se lèvent le matin. Marine Le Pen, de fait, c'est pas vous faire injure, c'est la réalité électorale. Elle pèse beaucoup plus que vous aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que ça vous étonne, ce cri du cœur qu'elle a, qu'on dit c'est de droite? Mais Marine Le Pen, elle s'est toujours inscrite en dehors d'un clivage droite-gauche, donc elle ne va pas vous surprendre. Enfin, je veux dire, bon, moi, je suis pas surprise. Je veux dire, déjà, quand j'étais au Rassemblement national, ça faisait partie des choses qui nous distinguaient. Voilà. Maintenant, ça m'empêche pas aujourd'hui de travailler en coalition avec notre mouvement Identité Liberté, le Rassemblement national, et UDR d'Éric Ciotti, parce que le propre d'une coalition, vous savez, c'est de s'entendre sur l'essentiel. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quand même d'abord et avant tout la question sécuritaire et migratoire. Est-ce que le mot libéral est pour vous une injure? On voit à quel point même le mot, il y a tellement de hommes et femmes politiques français, ils ont peur de prononcer le mot. Ils se disent ça va me faire perdre des pourcents. Non, moi Vous êtes libéral? Non, mais moi je l'utilise volontiers et ça me choque pas du tout d'en être affublé. Mais le problème de ce mot, c'est qu'en effet personne ne met la même définition derrière. Donc pour moi, libéral, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, libre-échangiste total. On voit des pays dits libéraux comme les États-Unis qui ont un État stratège, qui ont une logique commerciale protectionniste pour certains pays, pour certains secteurs, tout en étant dans une logique de libéralisation de l'économie au maximum à l'intérieur des frontières. Donc moi, je suis simplement de l'équilibre, moins d'États à l'intérieur des frontières, plus d'États à l'extérieur. Il faut être capable d'apporter cette nuance. Si demain, Trump met des droits de douane, pour l'instant, il s'est beaucoup attaqué aux Chinois, aux Canadiens, etc., aux Mexicains. S'il dit 25% sur les vins, les fromages, etc., français, l'aéronautique française, quelle réponse? Eh bien, la réponse, déjà, c'est de se donner les moyens de tenir face à ce rapport de force. Pourquoi on est tétanisé, en fait? Déjà, on ne peut pas reprocher à Donald Trump de défendre les intérêts américains. Donc arrêtons de le déplorer et armons-nous pour cela. On serait mieux armé si on était plus compétitif. Or, l'Union européenne, en général, est de moins en moins compétitive. On le voit à travers l'effondrement de la richesse par habitant relativement aux États-Unis depuis des décennies, parce qu'on se met volontairement des boulets aux pieds. On se met des boulets aux pieds relativement à notre politique énergétique, on l'a vu, qui ne nous permet pas d'avoir des prix compétitifs sur la question de l'énergie et de l'électricité. On se met des boulets aux pieds avec un tsunami réglementaire et de normes et de contraintes dont le Green Deal est l'une des incarnations, mais qui évidemment pèse sur le plan financier sur nos industries. Et on se met en difficulté aussi parce que, disons-le,
avec une immigration qui relève aujourd'hui, moi j'ai pas peur d'utiliser le mot, de la submersion, et qui à ce titre déstabilise, y compris économiquement, nos nations, en particulier en France. Et tout cela cumulé fait que dans la compétition mondiale, avec en plus une doctrine de libre-échange généralisée. Oui, mais à l'arrivée de tout ça, il faut bien répondre. Qu'on soit d'accord ou non avec vous, ça c'est des politiques de long terme. Non, mais déjà c'est une manière de répondre. Parce mais que quand Trump dit 25, qu'est-ce qu'on lui répond? Si on 25 compétitif et qu'on rend nos entreprises plus compétitives et qu'on leur ça se fait pas en un jour, ça vous le savez. Ça se fait pas en un jour. On fait en sorte qu'elles absorbent plus facilement ces droits de douane. Donc ça c'est quand même une première chose. Maintenant, il ne faut pas s'interdire de répondre également sur le plan commercial. Œil pour œil, dent pour dent, 25 c'est 25. Maintenant, je vais vous dire, moi je relativise ça. Je pense que Donald Trump, on l'a vu d'ailleurs dans sa manière de faire, est un homme qui fonctionne sur le plan géopolitique par provocation. Donc il va faire lancer une idée forte pour faire réagir, pour parfois tétaniser, mais il ne va pas nécessairement au bout. Donc je pense que vis-à-vis de l'Europe, c'est pas son principal sujet. Est-ce qu'on doit retrouver le chemin de l'atlantisme? Votre grand-père, Jean-Marie Le Pen, était atlantiste. Il y avait une très grande différence. Le Front National était assez franchement atlantiste, il le disait, proche des États-Unis par anticommunisme. Aujourd'hui, contre la Russie et contre la Chine, est-ce qu'il y a un choix pour les Européens, effectivement, de faire le choix de l'Atlantique? Mais ce qui est sûr, c'est que face au bloc de l'Est et à l'URSS, il me semble qu'il était logique que la France, et en l'occurrence le Front National de l'époque, s'inscrivent dans la logique d'être dans une alliance avec le monde libre. Autre époque, 2025. Est-ce que de la même façon, on est à un moment où face aux Russes et aux Chinois, on doit faire le choix de dire... Quitte à choisir, mieux vaut être sous l'Empire américain que sous les autres. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Moi, une fois plus, je suis une Européenne, je ne suis pas une Américaine. Donc je fais la part des choses. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne doivent pas être un allié privilégié. Je ne considère pas qu'on soit à équidistance entre la Chine et les États-Unis. Je me sens plus proche pour plein de raisons, culturelles, démocratiques et même économiques d'ailleurs, avec les règles du jeu des États-Unis que de la Chine. Maintenant, je ne crois pas qu'il faille nécessairement s'inscrire dans une lecture mondiale qui est celle des États-Unis, qui est quand même dans une forme de dichotomie Occident-Sud global. Je pense que le rôle de la France, c'est d'être capable de s'extraire quand même en partie de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des défis communs. Parce que nous participons d'une culture et d'une civilisation malgré tout liées et que nous avons un risque d'effacement, un risque de grand remplacement de cette culture européenne ou néo-européenne. Et ça nous rassemble quand même. Parce que dans cela, il y a des adversaires communs. Et donc, moi, je vois une nécessité d'alliance aujourd'hui plus que jamais sur ces sujets. Et c'est pour ça que, à certains égards, je veux travailler de manière privilégiée les relations avec les États-Unis sans être dans une logique de soumission, comme je peux l'entendre parfois quand on me reproche certaines choses quand je vais à Washington. Vous avez utilisé le mot de grand remplacement. Vous savez combien il est connoté. On entend ces derniers jours encore sur notre antenne, on produisait la courbe de la migration qui montre que la natalité européenne étant ce qu'elle est, je crois qu'on est maintenant à 1,62 enfants par femme en France. S'il n'y avait pas la migration, en réalité, le continent européen serait en phase de décroissance. Comment est-ce que vous nommez ce qui est en train de se passer? Alain Bauer dit grand remplissement. Il y en a d'autres qui disent grande transformation, même d'ailleurs en jugeant que c'est une bonne chose. Grand remplacement a été beaucoup utilisé par l'extrême droite complotiste, en disant il y a une sorte de gouvernement mystérieux qui veut organiser ça. Écoutez, ce terme grand remplacement, pour qui a lu l'ouvrage de Renaud Camus, constatera qu'il n'y a aucune dimension complotiste. En fait, c'est un constat factuel numérique et démographique. Mais alors oui, tout le monde tourne autour du pot, chacun trouve des termes. Alors un coup c'est submersion, un coup c'est invasion, un coup c'est grand dérangement, grand déplacement, grande transformation. Bon, à la fin, ça veut dire la même chose. Certains vous diront pardon qu'il est taché de sang parce qu'évidemment, par exemple, le tueur du Toya le revendiquait. Donc c'est vrai que grand remplacement a une charge très extrémiste. Quel que soit le mot qu'on mette derrière, la réalité statistique, elle est celle-ci. La réalité statistique, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'entrées légales par an. Environ 500 000, l'équivalent du département de la Charente et de la ville de Toulouse. Et on n'a jamais eu aussi peu de naissances. Donc on a aujourd'hui 30% des naissances en France qui sont d'origine extra-européenne. On a près de 40% 44% des immigrés qui se disent de confession musulmane. On a quasiment 60% de prénoms arabo-musulmans qui sont nés en 93. Donc ce qu'on appelle grand remplacement, grand dérangement, ça s'appelle l'islamisation de la France en fait. Voilà. Et que la réalité, je vous le dis, statistique, c'est que si on continue sur cette trajectoire, demain, en effet, les Français qu'on appelle d'origine française, de souche, qui sont le porteur de la culture aujourd'hui dominante européenne, peuvent être minoritaires. Mais Marie-Maréchal, comment changer ça? Pardon, regardez la courbe. Mais juste regardez, parce que personne ne le dit dans la vie politique française. La réalité, c'est que l'islam, quand il est dans une situation majoritaire, devient hégémonique. Et donc, imaginez qu'on puisse faire cohabiter demain une communauté de confession musulmane devenue numériquement majoritaire, ce qui est une perspective
possible en France en conservant l'identité française, c'est faux. Voilà, la France aura le même nom, elle aura peut-être les mêmes frontières géographiques, mais ce ne sera plus la même personne. Mais comment voulez-vous faire ? Des musulmans qui viennent en France ont bien le droit d'être musulmans. Vous n'allez pas leur dire, vous arrivez en France, eh bien, c'est vous là... pouvez être français, mais pardon, la religion, vous devez la laisser à l'extérieur. Ils sont musulmans. À ceci près qu'on peut quand même cesser un certain nombre d'accommodements raisonnables, on peut peut-être cesser aussi les investissements étrangers qui participent de l'islamisation de la France, mais au-delà de ça, la première chose, et je viens de vous le dire, puisque les deux sont corrélés, c'est la question de l'immigration. Parce qu'en fait, ce renforcement de la présence de l'islam en France et malheureusement de ses attributs radicaux et fondamentalistes qui sont de plus en plus puissants auprès de la jeunesse, notamment musulmane. Regardez ces courbes-là qui sont tellement parlantes. Il faut afficher les courbes, parce que ça, c'est la réalité statistique. On s'en réjouit, on déplore, on fait ce qu'on veut, mais les faits sont têtus, comme disait l'autre. La courbe rouge, c'est l'accroissement naturel, donc si rien ne se passe. La courbe jaune, c'est le solde migratoire, et on voit bien que la croissance n'a lieu que par la migration. Alors, le président de la République avait parlé de réarmement, c'était quoi des enfants, le nom m'échappe maintenant. Enfin, il fallait faire plus d'enfants. Voilà. Ça marche pas. Mais ça a rarement marché. Le problème, c'est que si vous voulez, vous partez du principe que l'immigration soutient la croissance. Mais c'est pas ce que disent les chiffres. D'ailleurs, depuis qu'on a une immigration de masse en France, on n'a jamais fait aussi peu de croissance et on s'est jamais autant approprié. La croissance du nombre. La croissance du nombre, mais ça c'est autre chose. Oui, mais le problème c'est que vous avez quelques chiffres, je les ai sous les yeux à l'instant. Quand vous avez la moitié des immigrés originaires du continent africain qui sont sans activité, quand vous avez 3 fois plus d'immigrés qui eux-mêmes sont en logement social que les Français, c'est les chiffres de l'INSEE, hein, c'est pas mes chiffres à moi. La réalité aujourd'hui, c'est que nous importons une immigration à bas niveau socio-professionnel qui pour l'essentiel est une immigration familiale, d'ailleurs étudiante, et sans emploi et sans activité. Donc elle pèse en réalité. Donc tout ça pour dire quoi ? Vous dites quelle est la réponse à apporter ? On parle beaucoup de référendum en ce moment. Ok, sauf que le problème aujourd'hui, c'est que la politique migratoire dans ce pays, elle n'est pas faite par le président de la République, elle n'est pas faite par Bruno Retailleau ni par Gérald Darmanin, elle est faite par un homme qui s'appelle Laurent Fabius, qui est un ancien, qui est socialiste et qui est le président du Conseil constitutionnel. C'est aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui fait la politique migratoire, ou plutôt qui empêche d'avoir une politique migratoire. Il n'est pas le seul, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de juristes qui considèrent que la Constitution telle qu'elle est ne permet pas. On pourrait parler du référendum sur l'immigration. Et on pourrait parler de la Cour européenne des droits de l'homme, et on pourrait parler évidemment du Conseil d'État. Mais enfin, la conséquence aujourd'hui, c'est qu'on a un Conseil constitutionnel qui a censuré près de 32% des articles de la loi immigration, qui nous interdit de faire un référendum sur, par exemple, les aides sociales attribuées aux étrangers, qui nous interdit de faire un référendum sur le droit du sol, bref, qui veut faire taire les Français sur ce sujet, à partir, je le dis franchement, d'une extrapolation de la Constitution, parce que la Constitution ne dit pas ça. Donc pourquoi est-ce que vous croyez à l'hypothèse qu'il y ait un référendum sur l'immigration avant un changement de président de la République et de majorité à l'Assemblée ? Le problème, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que le Conseil constitutionnel, par son interprétation jurisprudentielle, nous interdit d'organiser un référendum sur l'immigration. Pas même d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit l'année dernière, sur la dimension économique et sociale, c'est-à-dire les aides sociales. Donc il n'y en aura pas avant 2027. Donc il n'y en aura pas tant qu'on n'aura pas fait de réforme constitutionnelle. Et donc, c'est pour ça pourquoi je vous dis ça, c'est que s'il devait y avoir un référendum dans ce pays, ça devrait être sur une réforme constitutionnelle. Et c'est ça aujourd'hui le grand combat, me semble-t-il, que nous devons mener autour de l'idée de l'union des droites. Si une union des droites doit se faire, comme elle s'est faite jeudi sur la restriction du droit du sol à Mayotte, elle doit être sur la volonté d'une réforme constitutionnelle. Il y a un exemple en Europe où une union des droites s'est faite, où une recomposition complète des droites s'est faite, c'est en Italie, où Madame Meloni et la droite traditionnelle, Berlusconi, tout ça c'est lié. Est-ce que c'est possible en France ? Oui, c'est ce que la particularité de l'Italie, c'est qu'ils ont eu, vous l'avez dit à l'instant, Berlusconi. Et c'est Berlusconi qui a cassé le cordon sanitaire, avec ce qu'on appelle la droite nationale. Nous, on a eu Chirac. Et donc, Chirac, lui, au contraire, activé, suralimenté ce cordon sanitaire. Mais maintenant que... Mais qui voyez-vous alors ? Qui serait, d'après vous, le Berlusconi français ? Il y a eu... Monsieur Ciotti, mais on voit que ça n'a pas donné grand-chose, numériquement. Je vais vous dire, aujourd'hui, je crois moins à un homme que à la puissance et à la violence, à certains égards, de la réalité que nous vivons. Et c'est-à-dire, on l'a vu une fois de plus à travers le vote sur la restriction du droit du sol à Mayotte, et cette majorité inédite quand même qui s'est faite du centre droit pour le coup jusqu'au camp national à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire quel est votre scénario pour arriver au pouvoir ? Je pense que justement les lignes bougent et les coalitions peuvent se faire. Et en tout cas, moi, je milite pour ça, bien au-delà du camp national, précisément parce que l'immigration aujourd'hui fait très largement consensus. Et l'urgence que nous impose cette réalité migratoire fait que je crois nous trouverons un chemin pour travailler ensemble. Tout le monde aujourd'hui n'en a pas la volonté. C'est-à-dire, vous pensez que le tabou, il a toujours existé. On l'a vu encore récemment aux dernières législatives, n'est-ce pas ? Ce front anti-RN a fonctionné. Est-ce que ce tabou peut sauter en France ? Je pense, je le dis, je vois la fenêtre d'Overton se déplacer. Quand je vois aujourd'hui François Bayrou
parler même de sentiment de submersion. Mais enfin, François Bayrou. C'était ici même, sur ce plateau. Voilà, imaginez. Et quand j'écoute aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, je constate que sur ces sujets, comme sur d'autres d'ailleurs, mais sur ces sujets en particulier, plus rien ne le sépare du camp national. Voilà, donc aujourd'hui, Est-ce qu'on peut dire, que plus rien ne sépare Bruno Retailleau de vous ? Moi, je m'en cache pas, j'ai très peu de différences idéologiques avec Bruno Retailleau. Enfin, je les compte sur les doigts d'une main, en tout cas dans les paroles et dans la présentation. Qu'est-ce qui vous différencie alors ? C'est un conservateur catholique ? Pas grand-chose. Mais je l'avais même dit, la seule chose, c'est une différence de choix. C'est-à-dire que lui, il a fait le choix de préférer travailler avec, de fait, un gouvernement de centre-gauche et d'évoluer dans cette plutôt que de faire la grande alliance avec le camp national. Moi, j'ai fait le choix de pouvoir participer plutôt à la coalition du camp national. Mais ça n'est pas irrémédiable. Et j'espère pouvoir faire en sorte que demain, les choses bougent de ce point de vue-là aussi. Les ironiques vous répondront qu'en termes d'union, vous êtes mal parti, parce que même dans votre propre camp nationaliste, vous n'êtes même pas réunis. Alors avant de prétendre réunir les autres... Les choses avancent quand même, parce que de fait, cette coalition, cette ébauche de coalition, elle est née. Elle est née quand le Rassemblement national a permis de travailler avec l'UDR d'Éric Ciotti, avec notre mouvement Identité-Liberté. Des élus ont travaillé et se sont présentés sous une bannière unique au moment des élections législatives. Donc les choses avancent. Maintenant, il y a encore du chemin et on va travailler à ça. Oui, Maréchal, on est en 2025, février 2025. 2027, c'est à certains égards demain. C'est quoi votre scénario ? Franchement, est-ce que vous imaginez, c'est quoi le scénario pour que votre camp, on voit qu'aux États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, ils ont gagné. Oui. Quel est votre scénario en France ? Je vous le dis, moi j'essaye de plaider pour l'importation, en effet, vous l'avez dit, du modèle Mélanie, donc une union plus large. Évidemment, il y aura plusieurs candidatures, me semble-t-il, à l'élection présidentielle. Je l'ai dit d'ailleurs très ouvertement, pour ma part, je soutiendrai Marine Le Pen dans le cadre d'une coalition. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est de préparer ce qui pourra se faire aux élections législatives. Et je ne désespère pas que d'ici là, le réel et le consensus largement partagé, me semble-t-il, aujourd'hui à droite, sur la fiscalité, sur justement le Green Deal et ses effets néfastes, sur l'immigration, permettent de construire une coalition de circonstances avec un programme commun peut-être. Marion Maréchal, merci beaucoup.